Bonjour à tous et bienvenue dans le Grand JT d'éducation. Tout de suite, le sommaire. C'est dur d'avoir 20 ans en 2020, disait Emmanuel Macron pendant le Covid. Eh bien, nous sommes en 2023 et cette affirmation est toujours d'actualité. Le moral des jeunes est en berne après 2 années difficiles. Alors, comment les aider et surtout, comment leur redonner espoir? On en parle en première partie de l'émission. Tom Tom et Nana s'installent dans le 11e arrondissement de Paris pour un escape game. Les héros de notre enfance nous embarquent dans une série d'énigmes à résoudre en famille et entre amis. L'équipe du Grand JT l'a testé pour vous. Enfin, ce sera l'heure de retrouver Malika Ménard et son invité dans Souvenir d'écolier. Cette semaine, c'est Jessica Ouara-Domo qui a répondu à ces questions. Mais tout de suite, on fait le point sur l'actualité avec Loïc Landreau. Bonjour Loïc. Bonjour Virginie, bonjour à tous. On commence avec une menace d'attentat à l'explosif sur une vingtaine d'établissements partout en France. Ces 2 et 3 janvier, de nombreux élèves ont reçu un message très inquiétant sur leur espace numérique de travail, mais aussi sur WhatsApp et sur Snapchat. Le voici. À la rentrée, je ferai exploser le lycée tout entier à 10h43 et je décapiterai les koufars pour servir Allah le Tout-Puissant qui règne sur le monde. J'ai mis du C4 partout dans le lycée et dans les classes. Et le texte se termine avec une citation du Coran. Alors évidemment, cette menace a été prise très au sérieux. Selon le ministère de l'Éducation nationale, une vingtaine de collèges et de lycées ont été concernés, principalement dans l'académie de Lille, mais aussi dans celle de Créteil, Grenoble, Versailles, Marseille et Lyon, entre autres. Les établissements concernés ont donc été évacués dans la foulée, mais aucune trace d'explosifs n'a été constatée nulle part. Selon une source policière, les expéditeurs de ces mails de menaces n'en sont pas les auteurs. Leur compte ENT aurait été piraté. Plusieurs enquêtes ont été ouvertes. À Lure, près de Mulhouse, un instituteur est accusé de propos et gestes violents sur des élèves de maternelle. Un père de famille a effectivement porté plainte ce 26 décembre. Il relate des scènes humiliantes, violentes et traumatisantes. Concrètement, depuis le mois de septembre, cet instituteur aurait eu de nombreux propos agressifs et dénigrants envers son fils de 5 ans, atteint de troubles autistiques, notamment parce qu'il n'est pas toujours propre. On apprend également qu'une mère de famille avait signalé ces agissements dès 2018. L'instituteur aurait jeté son fils dans le grand bain de la piscine municipale sans ceinture de flottaison. Elle a également porté plainte le 31 décembre dernier et un appel à témoins a été lancé auprès d'autres parents d'élèves qui auraient pu être confrontés à ce type de comportement. Le député de Haute-Saône, Antoine Villedieu, prévenu par les parents d'élèves, a adressé une lettre officielle à Pape Ndiaye lui demandant d'agir directement sur ce dossier. Et puisqu'on évoque justement le ministre de l'Éducation nationale, il était l'invité d'Apolline de Malherbe ce matin sur RMC. Alors au programme, les augmentations de salaire pour les enseignants à partir de septembre, le manque d'attractivité de ce métier, les postes non pourvus et le retour au contractuel, rien dont nous n'ayons pas déjà parlé sur ce plateau. Il y a néanmoins un extrait que je vous propose d'écouter sur le retour ou non de l'uniforme à l'école. Pour Pape Ndiaye, eh bien, la question est définitivement tranchée. Je ne veux pas ouvrir ce débat, en tout cas à l'échelle nationale. Je ne veux pas de loi sur ce sujet. Imposer le port de l'uniforme à tous les élèves, c'est non. En revanche, les établissements ont toute liberté, par une modification de leur règlement intérieur, pour imposer, s'ils le souhaitent, une tenue scolaire. Il suffit pour ça de réunir les instances, conseil d'administration, conseil d'établissement, conseil des écoles, et de voter en ce sens. Je ne vais pas m'y opposer. En revanche, pas de loi nationale. Autre annonce concrète du ministre, la généralisation du dispositif 6e tremplin après une expérimentation réussie dans l'Académie d'Amiens grâce à des cours de soutien en français et en mathématiques dispensés par des professeurs des écoles. Faire de telle sorte que le passage en 6e soit meilleur et insister sur les fragilités des élèves en disant aux familles, écoutez, votre enfant a des difficultés pour les 4 opérations, on s'en occupe de manière à ce que, en fin de 6e, cette difficulté soit résolue. Donc ça, c'est la première chose, et c'est très nouveau, bien entendu, dans l'éducation nationale, que de faire intervenir des professeurs des écoles qui ont les savoirs et les pratiques pour cela dans le collège. Et puis, la deuxième chose, c'est que nous généralisons devoir fait, c'est-à-dire ce dispositif par lequel les élèves de 6e font leurs devoirs à l'école, au collège, au lieu de le faire chez eux dans des conditions qui sont parfois acrobatiques. Merci beaucoup pour ces informations, Loïc. Alors que leur morale est en berne, comment redonner de l'espoir à nos jeunes? On en parle tout de suite, c'est la question du jour.
Et pour en parler, je suis ravie d'accueillir sur notre plateau Claire Stried. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes consultante, experte en neurosciences et neurodiversité. Et face à vous, Jean-Rémy Girard aussi, un fidèle. Bonjour. Bonjour. Pas un fidèle, en 2 mots. Oui, un bien sûr. fidèle de l'émission. Moralement tout à fait respectable. Tout à fait. Vous êtes président du SNALC, le syndicat des personnels de l'éducation nationale. Alors nos jeunes, la jeunesse, parlons-en justement. C'est notamment pour eux qu'on fait cette émission sur le Grand JT de l'éducation pour voir ce qui fonctionne et ce qui aussi ne fonctionne pas, car cela arrive. Il y a des choses qui ne fonctionnent pas, même au sein de l'éducation nationale, figurez-vous. Donc on va tenter d'y voir un peu plus clair et d'apporter des solutions s'il y en a. On a l'impression que nos dirigeants oublient un peu nos jeunes ou qui n'ont pas pris conscience justement de l'impact de ces dernières années sur leur morale. Est-ce que je me trompe, Claire Stried ? Alors oui, on va être d'accord sur le sujet. Je crois qu'il y a tellement de choses à prendre en compte, tout ce qui était logistique. Enfin, moi j'ai toujours vu dans l'éducation nationale, on a un programme à faire, on a des connaissances à donner et quelque part le bien-être du jeune n'a jamais été pris en considération ou alors très peu. Et là, avec ce qu'on a vécu avec le Covid et ce qu'on met en place aujourd'hui, on a l'impression qu'ils essaient de réanimer un truc mais sans trop savoir comment faire et en ne tenant pas compte des principaux intéressés, c'est-à-dire les adolescents. Jean-Rémy Girard, je le disais, vous êtes président du SNALC, mais aussi, vous êtes aussi professeur, donc au quotidien avec les élèves. Est-ce que vous avez vu le moral des jeunes changer, surtout depuis cette pandémie, depuis le Covid ? Oui, le Covid a eu un effet très clair et très concret. Moi, j'avais l'an dernier, surtout quand on faisait cours masqués, ça c'était quelque chose qui faisait que la communication passait moins bien. Et on avait des jeunes qui étaient beaucoup plus éteints. Moi, je ne suis pas spécialiste en santé mentale, je ne suis pas psychologue, mais voilà, moi, je dirais ça avec mes mots, ils étaient plus éteints. C'était un peu plus, c'était un peu plus compliqué. On avait peut-être moins de relationnel. Aussi. Et oui, le Covid a eu un effet très clairement sur... anxiogène. Oui, un effet anxiogène et déjà, et parce qu'en plus certains vivaient des choses qui n'étaient pas forcément faciles dans leur famille. Et également, le fait que, j'allais dire, ce pilier du pays, qui est l'école, lui-même était soumis à des contraintes très particulières qui changeaient en plus à intervalles réguliers. Et moi je travaillais sur la parole, l'art du discours, on était tous masqués. Il y avait un côté un petit peu bizarre. Alors, je ne suis pas là en train de remettre en cause du tout les prescriptions sanitaires, mais c'est vrai qu'il n'y a pas forcément eu beaucoup d'accompagnement j'allais dire, dans les établissements scolaires. Il y a toujours une ligne d'écoute qui traîne par-ci par-là, mais dans les établissements, il n'y a pas eu forcément grand-chose de mis en place parce qu'on n'a pas les personnels. Non, c'est que vous ne remettez pas en cause effectivement le masque, car il a préféré pas du tout, évidemment faire court que ne pas faire court, ça, en présentiel en l'occurrence. Mais c'est vrai que faire tout un cours comme ça avec évidemment la bouche masquée, c'est bien plus compliqué que de se parler et d'avoir... Oui, et puis il faut penser aux élèves de l'école primaire qui ne voient pas leurs professeurs des écoles, qui ne voient pas leur visage, qui ne voient pas leur réaction. Enfin, l'enseignement, c'est pas uniquement un contenu qui serait transmis de manière désincarnée. C'est un professeur, des professeurs. D'ailleurs, ça a eu un impact sur l'apprentissage de la lecture et de l'écriture pour les enfants. On avait fait une émission là-dessus, sur le fait qu'ils ne puissent pas lire effectivement sur les lèvres. Et donc, effectivement, la formulation... Oui, ça, on a eu beaucoup de retours, notamment de nos collègues en langue vivante, sur l'apprentissage des langues vivantes aussi, puisque forcément la prononciation, toutes ces choses-là, et puis la prononciation avec des sons qui n'existent que dans telle langue ou dans telle autre langue, forcément c'était plus. Alors revenons effectivement au côté moral, à la santé mentale, morale de nos jeunes. Claire Stried, est-ce que vous avez eu ce même constat, des jeunes qui sont venus vous voir et qui vous ont dit des choses qu'ils ne disaient pas avant, c'est-à-dire qu'une angoisse par rapport à un virus qui paralyse une planète entière, qui donc en fait n'est pas maîtrisée. Exactement. Alors déjà, le fait d'être contre un ennemi invisible, se battre contre un virus, on ne comprend pas le concept. Il y a eu au tout début de la pandémie la pression qui était mise sur les jeunes en disant en gros si tu sors voir tes copains tu vas tuer ta grand-mère. Donc ça a été extrêmement lourd. Et moi j'ai eu pas mal d'appels de jeunes me disant je ne peux plus avoir de contact. Alors on le sait, l'adolescence c'est le moment où on a besoin d'appartenir à un groupe, d'être dans le lien. Je rebondis sur ce que vous avez dit, sur le fait qu'il n'y ait plus ce lien avec les jeunes. Il n'y avait plus de lien entre les jeunes et les enseignants, plus de lien entre les jeunes eux-mêmes, un lien angoissant, anxiogène à la maison, et puis le spectre du virus en permanence, et si ce n'est pas le masque, c'est le test à devoir faire. Enfin, on a vécu des choses complètement abracadabrantes. Quand j'entendais qu'on maintenait des enfants au sol pour leur faire les tests, comment vous voulez qu'ensuite il aille apprendre sa poésie ? Enfin, je veux dire, à un moment, c'est juste pas possible. Là, on parle précisément effectivement de cette pandémie et de l'impact de cette pandémie bien sur le moral de nos jeunes. Mais est-ce que vous pensez que cette santé mentale, finalement, est davantage prise en compte ? Alors, il y a eu effectivement cette pandémie, puis
l'enfer que l'on vit effectivement avec les guerres successives, avec aussi les attentats, il y a très longtemps, mais qui ont beaucoup joué ces dernières années, et puis les risques aujourd'hui, et puis aussi avec la guerre en Ukraine, avec l'inflation, avec tous les mots prononcés aussi par nos hommes politiques. Est-ce que cette santé mentale est davantage prise en compte au quotidien dans l'éducation? Est-ce que c'est une bonne chose du coup? Alors, du coup, non, elle n'est pas tellement plus prise en compte. Il faut savoir, et ça, peut-être que beaucoup de gens vont le découvrir en regardant l'émission, il existe depuis 2016 un parcours éducatif de santé de la maternelle au lycée. Voilà. Alors, en fait, c'est une très jolie circulaire. Il y a plein de jolis mots dessus. Et, comme quoi, par exemple? Comme en lien avec les collectivités, comme... Ça, c'est un joli mot? C'est toujours très joli. Il faut toujours mettre du lien avec plein de gens. Voilà. Mais... Voilà, on est censé faire attention à la santé physique, mentale, etc. des élèves, mais on n'a absolument rien mis en place. Je veux dire, il n'y a pas... À un moment, le nerf de la guerre, c'est quand même d'avoir des horaires pour faire des choses. Et des moyens, en fait. Voilà, que ce soit des moyens humains, que ce soit des moyens horaires, que ce soit un peu les deux, que ce soit même des formations aussi, ça peut aider, bien entendu. En fait, il ne s'est absolument rien passé. On a mis plein de parcours transversaux comme ça en place, alors un parcours avenir, un parcours santé, un parcours d'éducation artistique, et en fait on a soit fait stagner, soit diminuer les heures d'enseignement dans tout ça, et à l'arrivée on est censé faire de la santé. On n'a personne pour les faire. Généralement, c'est les profs de SVT et les personnels infirmiers qui se récupèrent le bébé. Ça veut dire que la santé, c'est sur quel point? Une santé psychologique, mentale? C'est-à-dire prendre soin, effectivement. Alors, je vous dis, c'est marqué dans la circulaire. Il ne s'est pas passé grand-chose pour autant depuis que la circulaire a été publiée. Moi, je n'ai jamais vu, ni dans mon ancien collège, ni dans mon lycée actuel, qu'on fasse des réunions incroyables sur la santé mentale des élèves. Il y a un comité d'éducation à la santé et à la citoyenneté dans chaque établissement scolaire. Généralement, il se focalise quand même beaucoup sur les questions de lutte contre les addictions, tabagisme, alcool, maladies sexuellement transmissibles. Ce qui fait partie de la santé aussi. Ce qui fait partie de la santé, ce qui est effectivement un point non négligeable. Mais à un moment, il y a aussi ce côté qu'on en demande de plus en plus au personnel de l'éducation nationale, qui sont de moins en moins, puisqu'on n'arrive plus à les recruter, et qui sont de plus en plus chargés. Les enquêtes du ministère montrent qu'on travaille de plus en plus, nous aussi, et à un moment, on ne sait pas très bien comment on fait tenir toutes ces demandes, et dont on voit qu'elles peuvent être importantes, mais on ne sait pas très bien comment on gère. J'entends que les chefs d'établissement et que le personnel enseignant soient complètement submergés, surchargés, effectivement, et puis fatigués de tout ça. Mais là, on parle évidemment de nos étudiants, nos élèves. Oui. Pour une fois, on va peut-être parler un peu plus d'eux. Et donc, de leur état mental. Et c'est vrai qu'on est très préoccupés parce que je le vois, je l'entends, ces jeunes qui disent mais où est-ce qu'on va? On n'a pas de boulot, on est hyper angoissés, notre avenir, on ne sait pas ce qu'il va devenir. Faire des choix de spécialité, mais en fait, nos choix de spécialité ne sont pas forcément les bons pour arriver finalement là où on veut. Donc, l'impact de Parcoursup, par exemple, Claire Fried, quel est-il? C'est un désastre. Honnêtement, c'est un désastre et je pèse mes mots. Moi, je suis appelée par des familles qui sont en stress, qui ne savent plus comment faire et qui me disent, même si mon gamin est bon, en fait, il ira peut-être même pas dans l'école qu'il a choisie. Donc, je vois plein de parents, alors ceux qui peuvent, essayer d'aller vers le privé, essayer d'envoyer les enfants à l'étranger, ou ceux qui aimeraient aller dans l'apprentissage et qui n'y arrivent pas forcément. Enfin, c'est de plus en plus compliqué. Mais ça, c'est réservé à une petite élite. Il y a peu de monde qui peut se permettre des écoles privées. C'est un prix, déjà, c'est un coût. Puis en plus, c'est pas forcément un choix, tout simplement. Donc, pour tout le parcours public classique, comment fait-on pour pouvoir rassurer un jeune, un étudiant, en lui disant ça va bien se passer? Finalement, si tu veux aller là-bas, eh bien, le chemin n'est pas forcément tout droit. Il est avec plein de virages. Comment on fait? Alors, on a pas mal d'entreprises et d'associations qui aident les jeunes dans l'accompagnement. Moi, je suis mentor dans plein de secteurs, notamment avec Job IRL ou d'autres associations, et on multiplie les interventions avec 100 000 entrepreneurs, aussi les interventions en collège, en lycée. On partage nos parcours de dirigeants et on explique un peu tout ça. Puis quand je peux mettre 2-3 grains de neurosciences pour expliquer l'impact des émotions, j'en profite aussi pour le faire. Parce que ce qui manque aussi, ce sont des outils, des moyens. On n'apprend pas aux profs à gérer les émotions des jeunes par rapport à une incertitude et à un avenir vers lequel on ne peut pas aller, pour lequel on n'a pas de réponse. Donc on a besoin de toutes ces choses-là. Donc faire venir des gens extérieurs, ça aide bien. Alors ça, je comprends, effectivement, c'est un moyen, une sorte de solution pour y arriver. Mais pourquoi on en arrive là? C'est-à-dire qu'en fait, si on reprend au départ, on se dit, on est vraiment dans une situation très compliquée pour tout le monde. Voilà, il y a peu de gens aujourd'hui qui peuvent se targuer d'avoir une vie assez apaisée et sereine. Franchement, pour les jeunes encore moins.
Pourquoi ne pas prendre le chemin au départ et se dire on va simplifier les choses? Là, on a l'impression que le chemin éducatif, le parcours éducatif, en fait, rend la tâche encore plus compliquée et plus anxiogène. Ah oui, mais il faut un bac plus 5 pour comprendre le système éducatif français aujourd'hui. Et c'est un vrai souci, puisque tout le monde n'a pas un bac plus 5. Donc, très clairement, cette histoire de choix de spécialité au lycée, qui partait pas forcément d'une mauvaise intention au départ, mais c'est devenu très, très, très complexe. Et on voit bien d'ailleurs que les choix sont pas les mêmes, suivant que la famille est favorisée ou défavorisée, d'ailleurs. Donc oui, ça s'est très clairement complexifié, notamment après la troisième, je dirais. Après la troisième, ça s'est complexifié dans la voie professionnelle aussi, où on doit choisir une famille de métiers en seconde pour choisir un des bacs pro de la famille de métiers en première. Il y a plein de choix à faire avec des élèves qui, pour beaucoup, vous disiez, ils veulent aller là, mais beaucoup ne savent absolument pas où ils veulent aller. Alors justement, parlons-en de ceux qui ne savent pas où ils veulent aller. Justement, ceux-là, qu'est-ce qui se passe? Parce qu'il y en a toujours eu des élèves qui ne savaient pas où aller. Dans quel état sont-ils aujourd'hui avec justement cette période qui est encore plus anxiogène qu'avant? Alors ça va dépendre de plein de facteurs, de la pression familiale, de comment ils se sentent à l'école et de ce qu'on attend d'eux pour l'avenir. Parce qu'il y a ça aussi. Mais rien que cette phrase, on attend d'eux pour l'avenir. Mais depuis qu'on ils sont tout petits, tu veux faire quoi quand tu seras grand? Quel métier tu veux faire plus tard? Et c'est hyper compliqué. Et si l'enfant ne répond pas à quelque chose qui soit plaît aux parents ou rentre dans le moule, du coup ça passe pas. Mais on est encore là-dedans aujourd'hui en 2023, on est encore dans cette logique de je veux que tu fasses ça car moi j'aurais aimé le faire à ta place et je reproduis le schéma. Inconsciemment oui, et c'est là aussi où c'est de plus en plus compliqué, c'est-à-dire que les parents ne se retrouvent pas dans les filières de leurs enfants, donc ils se sentent complètement incapables de les aider et de les orienter. Et même quand vous allez voir des spécialistes, c'est très compliqué. Quand le parent est totalement dans l'incapacité de dire ok, écoute, moi j'ai fait ça, donc je peux te dire comment c'était, mais en fait il n'y a plus du tout ces repères-là. À la maison, on a des parents qui stressent pour l'avenir de leur gamin. Je veux dire, un parent stresse de base. Donc imaginez quand ils ne savent pas où ils peuvent aller et qu'ils ont 15 discours différents et qu'en fait, au bout du compte, on ne sait pas. Mais alors, la réaction, c'est que, quand je vous écoute, je me dis, à l'époque, donc reprenons 15 ans en arrière ou 20 ans en arrière, peut-être à mon époque, dans ces cas-là, beaucoup de mes amis ne savaient pas du tout quoi faire et se laissaient porter par la vie. La seconde, la première, faisaient des choix à peu près en fonction de leurs envies. Alors moi, je suis plutôt littéraire, je vais aller plutôt vers l'ancienne L, qui maintenant portera un nom de spécialité, donc lettres ou autre. Et puis, ils disaient, on verra plus tard, je ferai l'université et en fonction, après mon DUG, après ma licence, je m'orienterai. Effectivement, les choses ont complètement évolué parce qu'on donne la possibilité à nos jeunes, finalement, de eux-mêmes faire un choix. Donc, de prendre acte de ce que va être leur vie. Donc, au départ, c'était peut-être une solution aussi, une façon positive de voir la vie. On leur donne la possibilité de faire un choix, mais c'est assez compliqué de leur expliquer les enjeux du choix, les tenants et les aboutissants du choix, parce que nous-mêmes, on n'est pas certains de quel est le bon choix, si même il y a un bon choix, de quel est le bon choix à faire pour aller dans telles études ou dans telles autres études. Il y en a où c'est assez évident dans les filières scientifiques, c'est relativement clair. Dès qu'on est dans les sciences humaines, c'est beaucoup plus flou. Et pourquoi ? Parce que les attendus dans les filières scientifiques sont très clairs. Vous voulez faire médecine, vous avez trois possibilités. Vous faites maths physique, vous faites maths SVT, vous faites physique SVT, maths complémentaire. Et hors de ça, pas de salut. Vous voulez faire psychologie, de toute façon il n'y a pas psychologie au lycée. Vous faites, on ne sait pas ce que vous faites. En fait, on ne sait pas ce que vous faites. Et là encore, on parle des élèves de la voie générale qui ne sont pas tous les élèves. Il y a les élèves de la voie technologique qui ont déjà dû choisir une filière de la voie technologique sans trop savoir toujours où elle allait mener, parfois par défaut, notamment la série STMG, Sciences techniques du management et de la gestion. Et il y a un tiers des élèves qui sont dans la voie professionnelle avec ces 70 bacs pro qui, eux aussi, se rendent pas forcément compte des contraintes des métiers vers lesquels ils vont et même d'ailleurs parfois s'il y a de l'emploi à l'arrivée au bout de leur parcours. Et après, Claire Strid, il faut les réorienter, ces fameux élèves ? Il y a besoin de les réorienter et puis aussi de leur donner un but. En fait, on est en vraie quête de sens. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'image même du travail a changé. Moi, quand je fais beaucoup d'interventions en tant que mentor, on me dit, mais on ne veut pas bosser. Ou l'image que ça nous renvoie, ça ne nous donne pas envie. Moi, je veux être influenceur. Moi, je veux bosser dans les jeux vidéo. Ils ont envie de métiers pour lesquels bosser dans les jeux vidéo et avoir un vrai métier. Tout à fait, mais c'est pas encore forcément bien reconnu. Et puis c'est pareil, si on dit allez, on va bosser dans les jeux vidéo, ok, par où il faut passer. Il y a plein de choses dans ça encore qui sont complexes. Et ils ont une vision du monde professionnel qui n'est pas celle qu'on avait à la même époque que vous. Voilà, par rapport à tout ça, tout est devenu complexe. Et à côté de ça, on a des gens qui, en faisant pas grand-chose ou en s'affichant, gagnent des millions. Et ils sont complètement paumés sur le message de la vie d'adulte, la valeur du travail, la relation à l'argent.
Et alors ça vient d'où, justement ? Ça vient d'où ? Est-ce que ce sont nos hommes politiques qui ont cette image-là ? Est-ce que c'est le monde des médias aujourd'hui ? Et donc nous sommes également fautifs de ça. Oui, c'est pas spécialement la classe politique en elle-même. Je pense qu'il y a un phénomène de société qui est beaucoup plus large que l'école, où l'école fait ce qu'elle peut, j'allais dire, sur la maîtrise de ce qu'est le numérique et d'ailleurs de ses dangers aussi, parce que on a aussi beaucoup de questions à gérer au quotidien là-dessus, qui peuvent aller d'ailleurs sur des problèmes de santé mentale par la suite si c'est mal géré. Mais oui, c'est effectivement quand le modèle que vous avez, c'est l'influenceur que vous regardez sur TikTok ou sur YouTube, et qu'à côté on est en train de vous dire mais il va falloir travailler, il va falloir faire des études pour avoir un métier où tu vas gagner, alors si tu veux devenir prof, tu vas gagner 1 500 € par mois la première année, tu verras, c'est super. Après 5 ans d'études, c'est un peu compliqué de vendre le produit, très clairement. Oui, forcément. Mais alors les influenceurs, bon certes on en a beaucoup parlé, on sait quels sont les dangers, on sait quelle est cette image-là, mais il y a aussi un retour par exemple au métier de l'artisanat, du bois, des choses en fait qui font les valeurs aussi de la France. Je pense aussi à la gastronomie française qui est quand même reconnue dans le monde entier et qui a toujours de belles lettres de noblesse. Alors avec le Covid ça a été très compliqué, mais beaucoup de jeunes souhaitent y aller. Pour autant, effectivement, il manque beaucoup de personnel. Est-ce qu'il y a un déséquilibre aussi à prendre ? Alors, pas toujours. Ça, pour le coup, c'est des filières qui marchent bien. Hôtellerie-restauration, c'est plutôt des séries qui sont très, très fonctionnelles. Voilà. Ensuite, les problèmes, c'est parfois, ça se passe plus dans le monde de l'entreprise, sur les salaires de recrutement et les conditions de travail. Mais c'est des séries qui attirent hôtellerie-restauration. C'est pas là où on a des difficultés. La difficulté, c'est plus ceux qui savent pas très bien où ils vont, qui sont en échec pour pas mal d'entre eux, et donc et pourtant il faut bien qu'ils continuent quelque part, et qu'on va placer dans un bac pro Agora, gestion administration, sans trop savoir ce qu'ils vont faire une fois qu'ils auront leur bac. Alors peut-être qu'ils iront faire un BTS, et ensuite ils sauront toujours pas forcément tellement plus ce qu'ils vont faire. D'ailleurs, ils vont peut-être faire quelque chose de complètement différent dans leur vie professionnelle, puisque le diplôme que vous avez correspond pas toujours, loin de là, finalement au métier que vous allez exercer 5 ans après. Et on a besoin de rôle modèle, en fait, c'est ce qui manque, de rôle modèle, de personnes qui inspirent, de gens qui donnent envie. Pourquoi ça marche aussi bien dans la restauration ? Parce qu'il y a les émissions de télévision, et que quand on voit que les gens sont capables de faire des gâteaux... Vous voulez dire que j'ai participé à cela ? Mais oui, mais merci infiniment. On aura plein de pâtissiers qui feront peut-être du sans gluten et sans lactose. Mais ce qui compte, voilà, c'est vraiment de donner envie. Pourquoi les influenceurs impactent autant ? Parce qu'ils envoient un lifestyle qui donne envie, ils envoient cette image qui dit « Ok, ça peut être ma vie ». À partir du moment où la télé démocratise des choses, on le voit là-dessus, sur les agences immobilières, sur toutes ces choses-là, ça donne un référent. Mais si on n'a pas de rôle modèle, si on n'a pas de personnes qui nous font rêver, qui nous inspirent pour se dire « Ok, on y va », il n'y a rien. Mais vous pensez qu'il n'y a pas de rôle modèle aujourd'hui ? Je veux dire, à la fois chez les écrivains, à la fois chez les artistes, chez, je sais pas, alors je parlais des menuisiers à l'instant. Pas tant que ça, dans le sens où déjà, il y a trop d'infos. Donc réussir à trouver la bonne info, c'est compliqué. Il y a des entrepreneurs formidables aujourd'hui. Il y a des entrepreneurs formidables, qui sont très jeunes et qui ont de très belles idées. Plein de témoignages qui sont faits, mais il y a aussi besoin, déjà, que les jeunes s'y intéressent, qu'ils écoutent, qu'ils soient sensibilisés et qu'ils disent « Ok, pourquoi pas moi ?» Il y a aussi cette projection où je vous rejoins complètement entre le diplôme. En fait, c'est un peu schizophrène. Il y a une dichotomie entre il y a le diplôme et il y a ma vie. Et mon diplôme, il va pas forcément me donner accès à la vie. Le diplôme, il va pas faire que je vais être meilleur pâtissier ou quoi que ce soit. En revanche, si j'ai pas de diplôme, là, je vais avoir des problèmes. Ça va être plus compliqué. Donc du coup, tout ça, c'est complexe. Et puis, il y a aussi les sous. C'est-à-dire, en fait, être étudiant aujourd'hui, ça coûte quand même de l'argent. Il faut pouvoir se loger, se nourrir. On a vu des dizaines, des centaines, des milliers d'étudiants qui n'étaient pas à la rue, mais presque, qui avaient beaucoup de mal à se nourrir. On a vu des banques alimentaires pour les jeunes aussi. Donc c'est cette réalité du quotidien qui fait que peut-être ils laissent tomber leurs études. Il y a des étudiants et des familles qui, de toute façon, se restreignent sur leur choix d'orientation pour des questions purement matérielles. Oui. Nous, on aimerait bien que certains élèves puissent aller dans telle université, aller faire tel type d'études, mais c'est trop loin, c'est compliqué, il lui faudra un logement, ce ne sera pas possible. Et donc, il y a ce phénomène, notamment une fois plus chez les classes sociales les moins favorisées, de rester près de chez soi. Et donc, finalement, votre offre de formation, elle va être très très dépendante de ce qu'il y a dans le lycée professionnel à côté de chez vous. Et quand bien même l'élève voudrait faire quelque chose dans une autre filière professionnelle, si l'autre filière professionnelle elle est à 200 km, il ne le fera pas. D'où l'importance des internats, par exemple. J'entends qu'il reste près de chez lui, j'entends qu'il fasse la filière qui sera à sa disposition, sa disponibilité, mais le problème c'est que moi je veux parler de l'impact psychologique en fait, de la santé mentale de cet étudiant qui n'aura pas été vers les choix
qu'il souhaitait, qu'il n'aura pas pu avoir la vie qu'il souhaitait. Le problème, c'est ça, c'est que est-ce qu'ils ont encore la possibilité de croire en leurs rêves, d'avoir un espoir, ces fameux jeunes d'aujourd'hui? C'est là où ça devient un peu délicat. Alors oui, c'est super chouette. Les gens se sont saignés au Cadven pour prendre un appartement et puis résultat, leur enfant il est resté chez lui parce que les amphis ont fermé à cause du chauffage ou à cause du Covid. Et du coup, on a eu plein de jeunes qui se sont retrouvés isolés, qui ne savaient plus comment faire et qui étaient seuls avec leur ordinateur et c'était leur seul lien. Donc oui, l'impact neurocognitif est hyper important, l'impact émotionnel est difficile. On a des jeunes qui se raccrochent à des actions pour le climat, etc., et qui décident d'avancer. La prise de position des jeunes d'AgroParisTech a été exceptionnelle, mais ça demande quand même, voilà, ils sont ingénieurs, ça demande un certain chemin, une certaine réflexion. Pour les autres, c'est un peu comme s'ils ne savaient pas vers quoi ils allaient. Je ne pense pas qu'aucun de nous autour de cette table ou personne qui nous regarde est capable de dire dans 5 ans, il y aura tel métier, dans 5 ans, on aura tel niveau de vie, tel niveau de croissance. On n'est pas capable de le dire. Et avancer dans l'impermanence et l'incertitude, il n'y a rien de plus stressant pour le cerveau, encore plus sur un cerveau de jeune qui n'est pas fini. Mais c'est très intéressant ce que vous dites, parce que regardez la phrase d'Emmanuel Macron que j'ai prononcée en début d'émission. C'est dur d'avoir 20 ans en 2020. Ouais. Mais est-ce qu'en 2023, c'est pas encore plus dur? Probablement, ce sera plus dur. Oui, totalement. Même le président de la République ne peut pas certifier. Oui. Donc pour un jeune qui regarde évidemment son président et ses vœux, pour un jeune qui regarde les informations tous les jours, qui les écoute, qui nous écoute aujourd'hui, comment faire pour le rassurer? C'est quoi les méthodes? Alors il y a évidemment... Allez lui parler. On va peut-être commencer par ça. Aller lui parler, aller l'écouter. On va arrêter de penser à sa place et de se dire, OK, en fait, là, en vrai, de quoi tu as besoin? Et comment on peut t'aider à construire un avenir? Et OK, tu peux nous dire qu'on a fait plein de bêtises et on assume comme on peut, mais comment on construit quelque chose ensemble? Ce qui est aussi délicat, c'est qu'il y a toujours cette posture de l'adulte sachant, voire ultra sachant, et qui part du principe que le jeune, parce qu'il est jeune, ne sait pas. Or, on a tout à construire avec eux. On a plein de choses à apprendre avec eux. Donc, laissons-leur la parole, mais une vraie parole, pas un truc qui sera biaisé après. Voilà, la question c'est... À quel moment on l'organise ça et comment on fait? Parce que nous, on est dans des classes de 35 dans mon lycée, on ne va pas laisser la parole aux jeunes pendant l'heure de cours, chacun pour raconter son projet professionnel. Ça ne va pas marcher. Et c'est là où on manque aussi. On a des psychologues dans l'éducation nationale. Je veux dire, on parle santé mentale, on a quand même un corps de psychologues qui existe et qui en fait ne fait dans le second degré que de l'orientation, que des questions d'orientation, qui ne s'occupe quasiment pas, parce qu'il n'en a pas le temps, il n'en a pas la capacité horaire et matérielle de s'occuper de psychologie, alors que ce sont des psychologues, enfin, je veux dire, formés. Ça voudrait dire qu'il manque, en fait, de psychologues au sein de l'éducation nationale pour justement... Bien sûr, parce qu'en fait, les psychologues, dans le premier degré, ils servent dans ce qu'on appelle les RASED, les réseaux d'aide, donc ils viennent aider les élèves en difficulté là où il y a encore des RASED, parce qu'ils ont été ceux qui ont dit dès le départ, j'ai une difficulté, parce que c'est compliqué aussi de pouvoir... on a pu mettre en place le processus, et parfois quand la famille n'est pas d'accord ou pas réceptive, le processus se met jamais en place non plus. Dans le second degré, moi quand je dis à un élève qui veut parler de son orientation, on a un psychologue qui est présent, je ne sais plus quel jour de la semaine dans le lycée, et l'élève peut me répondre oui, mais là le prochain rendez-vous il est dans 2 mois, parce que tout le monde a envie de savoir quoi faire plus tard, et en fait vous allez avoir sur vos 3 ans de lycée 1 voire 2 au maximum rendez-vous avec le psychologue spécialiste d'orientation. Et là, vous parlez d'orientation et de 2 mois de prise de rendez-vous. Mais souvent, un élève qui va mal, ce n'est pas juste « je voudrais être réorienté et avoir quelqu'un avec qui je peux discuter ». C'est juste « je ne vais pas très bien, mais je ne sais pas trop ce que j'ai ». Et là, le personnel, j'allais dire référent, et dont c'est le rôle, mais qui fait souvent beaucoup plus que son rôle, c'est le personnel infirmier. Très clairement, les élèves qui vont mal, il y a 2 catégories de personnel auxquels ils parlent. Soit c'est les assistants d'éducation, généralement, soit ce sont les infirmiers, essentiellement les infirmières, parce que c'est un métier ultra féminisé, scolaire. Mais si difficile, si compliqué de pouvoir gérer à la fois tous les étudiants et en même temps de prendre le temps de l'écoute, du partage. Parce que pour qu'un jeune aussi se livre, qu'il parle, qu'il prenne conscience aussi de ce qui ne va pas, il faut du temps. Et ils n'en ont pas, Et ils n'en ont pas, effectivement. Donc effectivement, on a ces personnels référents qui aident quand même dans la construction. Et une fois encore, quand on est sur la santé mentale, il faut bien se rappeler que nous, on est l'éducation nationale. On a un rôle, mais une fois encore, il y a un moment, la famille a un rôle aussi, et la famille a des prérogatives, et on ne va pas marcher sur les plates-bandes de la famille. On ne va pas aller contre la volonté de la famille, sauf à passer par les personnels de services sociaux s'il y a et pour autant, certaines fois, il faudrait, car les jeunes ont besoin justement de parler à une tierce personne, ne pas se confier à leur famille, et juste dire ça ne va pas dans un cadre qui n'a rien à voir avec la famille. Voyez comment on gère la question de l'école inclusive aujourd'hui. Parce que l'école inclusive, ce n'est pas que les handicaps physiques non plus. On a plusieurs milliers d'élèves qui ont
des affectations qui devraient avoir des affectations qui les ont en instituts médico-éducatifs et qui sont dans le système ordinaire sans aucun moyen d'aide. Ça, pour la santé mentale et de ces élèves-là et parfois de leurs camarades, parce que parfois c'est très compliqué à gérer pour l'enseignant et pour les élèves, c'est une catastrophe. Dernière question, un chiffre, une réaction. 200 000 enfants auraient besoin de soins psychiques en France. Seuls 600 pédopsychiatres sont disponibles. Je pense qu'il est temps en fait qu'on bosse ensemble entre le privé et le public, parce que nous on est plein de professionnels à l'extérieur à pouvoir aider, à pouvoir intervenir. Quand on le propose, on nous ouvre pas la porte. On commence à avoir des pédosophrologues qui rentrent dans les collèges et les lycées, mais en fait qu'on soit consultant, qu'on soit coach, qu'on soit thérapeute, qu'on soit psy, on peut venir nous en soutien. Il faudrait juste qu'on ait des conventions pour le faire, parce que du coup ce qui bloque, c'est que les familles ne peuvent pas nous payer en dehors de l'école. Je suis sûre que si on bossait main dans la main, on pourrait vraiment faire des choses et désengorger tout ça pour pouvoir avancer. Et des aides aussi pour ces familles qui ne peuvent pas payer. Exactement, tout à fait. Une dernière remarque ? Une dernière remarque, c'est que bien sûr, on a des ressources à l'extérieur qu'il faudrait mobiliser, mais enfin, il faudrait déjà qu'on arrive à avoir nos propres ressources à l'éducation nationale, et la médecine scolaire est en complète déshérence. Et sans médecin scolaire, il manque quand même un élément très très important du fonctionnement global de la santé, qu'elle soit physique ou qu'elle soit mentale. Et aujourd'hui, on n'arrive plus à recruter de médecins scolaires. Ils ont plus de 58 ans de moyenne d'âge. Ils vont tous partir à la retraite. Dans 10 ans, il n'y a plus de médecins scolaires probablement. Le constat général de la France est un peu terrifiant, celui qu'on fait en tout cas. Merci mille fois à vous deux d'avoir été avec nous. Claire Stride, je rappelle que vous êtes consultante, experte en neurosciences et en neurodiversité. Jean-Rémy Girard, également professeur, mais surtout président du SNALC, le syndicat des personnels de l'éducation nationale. Merci à vous deux. Merci. On marque une courte pause, on se retrouve. De retour dans le grand JT d'éducation, je suis ravie d'accueillir Emmanuel Rouvier. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes responsable des activités et loisirs chez Bayard Jeunesse et vous venez nous présenter aujourd'hui un escape game Tom Tom et Nana. Alors, Tom Tom et Nana, c'est impossible que vous passiez à côté. Vous connaissez forcément, voilà, on le voit à l'écran. Tom Tom et Nana, c'est une série que j'ai adoré lire plus jeune. Forcément, vous l'avez lu aussi. Oui. Vous n'allez pas me dire que vous êtes trop vieux pour ça. Vieux nous jeu. Non, j'ai adoré dans les J'aime lire. D'ailleurs, c'était toujours à la fin et c'était super. La collection géniale. Et là, donc, vous avez créé un escape game. Tout à fait. Qui vient d'ouvrir à Paris dans le 11e arrondissement. Donc, c'est une aventure à vivre en famille, mais aussi pour les adultes. Vous connaissez le principe des escape games ? Alors justement, on y vient, c'est résoudre des énigmes, c'est ça, et sortir de la salle. Sauf que là, comme c'est pour des jeunes, ne me dites pas que vous faites le coup, vous sortez pas, c'est terminé, vous n'avez pas... Non, on garde personne enfermé. Alors, c'est vrai qu'il y a une différence sur cette salle entre les salles pour enfants et les salles pour adultes. C'est que ce qu'on garantit, c'est que la partie durera 1 heure, ce qui n'est pas toujours le cas pour les salles pour adultes. Le but du jeu même, c'est de sortir le plus vite possible. Là, on garantit d'abord que les gens sortent et qu'en plus, les joueurs sortent au bout d'1 heure, ce qui permet d'optimiser l'expérience de jeu. Que tout le monde gagne finalement ? Tu gagnes. Et d'autant plus qu'on a beaucoup de familles ou d'enfants qui viennent pour leur anniversaire. Donc on ne peut pas perdre la partie le jour de son anniversaire. Moi, la question qui me taraude le plus, c'est est-ce qu'on retrouve Tante Roberte ? On a Tante Robert. Ah bon ? On a la bonne Franquette. On est chez les Dubuchon. Il y a toute l'ambiance des Dubuchons. Tous les personnages. Alors racontez, vous ne pouvez pas spoiler ou divulgacher, comme disent les Québécois, parce qu'on a appris ce mot il y a 2 jours. D'accord ? Vous ne pouvez pas spoiler l'histoire, mais enfin, est-ce que vous pouvez nous raconter un peu comment se passe l'escape game ? L'idée ? Sans gâcher le pitch, il faut retrouver un carnet secret qui a été créé par Tom Tom et Nana, où ils disent tout le mal qu'ils pensent de Tante Roberte et de sa manie de faire le ménage. Et bon, ça c'est le prétexte à une énigme et à un enchaînement de défis, de surprises qui va durer plus d'1 heure et de bêtises. Il y a des bêtises, on fait des bêtises, c'est Tom Tom et Nana, sinon on n'est pas chez eux. Oui. Donc les joueurs sont confrontés à tout ça et à la fin évidemment ils retrouvent le carnet à secret. Et ça c'est le pitch, mais au-delà de ça, ce qu'on propose c'est vraiment une aventure à vivre en famille, dans le sens où on amène une immersion. On a bossé avec une scénographe qui a travaillé avec nous les décors. On s'est vraiment appuyé sur la BD,
l'idée c'est que quand on rentre dans la salle de jeu, on est plongé dans la BD. Donc pour ceux qui ont connu, comme vous, on tombe un peu en enfance. Pour les enfants qui connaissent la BD, parce que Tom Tom et Nana, c'est encore vendu à des milliers d'exemplaires dans la collection BD Kids, ça marche. Pour ceux qui par hasard ne la connaissent pas, c'est une occasion de découvrir en jouant quelque part avec Tom Tom et Nana ou les amis de Tom Tom et Nana et à les aider à accomplir une mission. Alors l'équipe du Grand JT justement a testé pour nous ce fameux escape game. On ne va pas vous montrer les images car sinon ce serait gâcher effectivement le projet. Mais vous voyez, ils ont le sourire, ils ont l'air plutôt heureux, ils sont charmants. Ils sont sortis, ils ont été pas mal. Voilà, ils connaissaient déjà Tom Tom et Nana, mais ils ont pu beaucoup rire car c'est aussi l'idée de Tom Tom et Nana, c'est le côté bêtise. Pourquoi avoir choisi précisément Tom Tom et Nana? Parce qu'on aurait pu choisir plein d'autres personnages de chez Bayard qui sont très c'est pas les connus. premiers qu'on avait choisis. Au départ, on a ouvert une salle il y a 3 ans avec Anatole Latuile. Ah oui. Qui est le héros actuel de Jamir, qui cartonne. Et Anatole cartonnant, on s'est dit, après, obligatoirement, c'est Tom Tom et Nana. Donc, c'est-à-dire que la licence Pokémon était peut-être un peu trop chère. C'est ça, c'est ça l'idée. Non, mais l'objectif pour nous, c'est de faire vivre nos univers, nos héros, nos persos. Donc il y a Tom Tom et Nana. Peut-être que demain, il y en aura d'autres. Hein. Les persos, ils sont nombreux. Chez Bayard, il y a Ariol, il y a Sam Sam. Là, actuellement, sur l'Escape, parce qu'on a vraiment aussi un public de familles avec des enfants de 8 à 13 ans qui viennent. Et Anatole et Tom Tom, on est en plein dans l'âge des lecteurs de 13 ans, quoi. Et puis c'est une façon aussi de leur proposer de évidemment relire les histoires, de lire et toujours relire bien sûr, de manière générale, et encore plus les histoires que vous proposez chez Tom Tom et Nana. C'est ça fait un lien avec la lecture. Et puis ce qui est intéressant par rapport avec ce héros qui est né dans Jamir il y a 45 ans et qui s'est déployé dans les collections éditions et livres. Aujourd'hui il vit dans du dessin animé, il vit dans des boîtes de jeux. Là c'était d'amener dans quelque chose qui allait encore plus loin avec l'expérience immersive des escape games et qui permet en même temps de faire vivre d'une autre façon les vertus pédagogiques de nos contrats de lecture. Parce que ce qu'on s'est dit en fait à la base quand on a ouvert ces salles d'escape game pour enfants et pour familles, c'est qu'il fallait que les adultes s'y retrouvent, qu'on propose quelque chose à faire en famille et quelque chose qui est en même temps finalement à la fois drôle, ludique et pédagogique. Parce que l'escape game comme jeu, c'est finalement fondamentalement pédagogique. On partait du constat que c'était presque un oubli, une erreur que ce ne soit pas aussi proposé aux enfants et pas seulement aux adultes. Parce que pour sortir d'une salle d'escape game, pour bien remplir la mission, il faut être observateur, il faut faire preuve de logique, il faut faire preuve de déduction. C'est foutu pour vous, non? Oui, mais justement, moi j'ai... Il faut être bon communicant. Moi j'ai un fils qui a 6 ans par exemple. Est-ce que je peux l'amener? Est-ce qu'il saura résoudre les rébus? Est-ce que d'ailleurs c'est sous cette forme-là? Alors j'ai une bonne nouvelle pour vous, c'est que votre fils va vous surprendre. Parce que souvent les enfants se débrouillent mieux que les parents. Oui, alors attention, j'ai une trentaine d'escape games derrière moi. Ah oui, d'accord. Moi, je suis fan. Ah oui, oui. Ah oui. Ouh là là, oui, mais très. C'est trouver l'énigme qui vous passionne? Alors, c'est déjà... Plus que vos enfants? C'est chercher, c'est réfléchir, c'est regarder là où les autres ne regardent pas. Souvent, c'est ça, les escape games aussi. Hein. Oui, c'est ça. C'est ce côté péda, en fait, il fonctionne à fond. Et les enfants, en fait, eux, ils sont valorisés, en fait. Le fait d'arriver à résoudre des énigmes avec leurs parents et devant leurs parents, là où les parents sont parfois dans les choux, même les experts, ça fonctionne, quoi. Il y a une émulation, il y a de la rigolade. D'autant qu'il y a une petite modification, on dirait peut-être un supplément. C'est que dans les escape games, en général, on les fait seuls et on doit découvrir seul, c'est ça, l'énigme. Là, il y a un intervenant, si je me trompe pas. Alors, en fait, non, la différence, c'est oui, on est en équipe et l'animation de la salle se fait à distance en général dans les escape games adultes. Pour les escape enfants, et c'est aussi une façon d'assurer que l'expérience de jeu, elle durera bien 1 heure. Il y a une animation de jeu qui se fait avec un animateur qui est en partie présent dans la salle, qui a amené finalement un jeu de rôle. Un maître du jeu. Voilà. Un game master. Donc là, on est dans l'univers de Tom Tom et Nana, donc le game master, voilà, pour les initiés. C'est un réparateur d'ustensiles de cuisine. Hein. Donc il est venu dépanner la famille du bouchon. Et donc il va être amené à intervenir. Et donc si la famille est en difficulté, ou notamment pendant les parties où il y a des fois que des enfants qui n'ont jamais fait d'escape game, il va être plus interventionniste pour les aider, les guider, leur donner des indices. Pour des joueurs qui sont experts, c'est le cas notamment, on a des adultes qui commencent à arriver. On a un niveau de difficulté plus fort pour les adultes et évidemment, le Game Master intervient beaucoup moins. Et surtout, ça relance aussi l'attention
de certains enfants qui peut-être à un moment donné peuvent se sentir un peu essoufflés d'avoir tant réfléchi, d'avoir tant cherché, puis avoir un intervenant qui arrive, paf, ça relance quelque chose de nouveau. Oui, ça met une alors, nouvelle dynamique. Ça, les concepteurs, avec les concepteurs du jeu, on a bien rythmé le jeu. Il y a un rythme, il y a même des épreuves un petit peu physiques, ce qui n'est pas le cas dans les escape games, pour que les enfants ne s'ennuient pas et que l'attention soit relancée. Il y a une variété dans les énigmes. Il y a des énigmes qui vont être plus sur l'observation, d'autres plus sur on va dire, la logique, le calcul même, d'autres qui vont être plus dans l'adresse. Et donc, la variété du rythme fait qu'il y a un entraînement et les enfants sont pris de bout en bout. On ne voit pas passer l'heure de jeu, quoi. Alors, c'est formidable, évidemment, de mettre en place cet escape game, mais est-ce que l'économie du livre, de manière générale, et du livre jeunesse, a besoin tout le temps de mêler aussi jeu avec bouquin, ou est-ce que c'est parce que vous aviez envie tout simplement de proposer cela en plus? En général, dans l'économie du loisir aujourd'hui, il y a l'envie de décloisonner, on parle de 360 en marketing, mais tout simplement même pour les auteurs, pour les éditeurs, c'est de ne pas se cantonner à un secteur d'activité, mais d'être capable de le faire vivre dans d'autres domaines. Donc tout ce qui est de l'ordre, et surtout après ce qu'on vient de vivre avec le Covid, de la rencontre entre des auteurs et des lecteurs, le fait de permettre aussi à des fans d'un univers de vivre ça dans des festivals, dans des salons, enfin toute forme d'animation ou d'atelier qui permettront de prolonger le plaisir de l'expérience, ça fonctionne aujourd'hui. Donc je crois qu'aujourd'hui c'est indispensable. Donc on l'a fait aussi pour ça et aussi parce que voilà, nous les escape games pour enfants, pour famille, on y croit. On a toujours eu peur, nous, en tant que parents, que nos enfants ne lisent pas assez, qu'ils soient trop dirigés vers les écrans, et souvent à raison d'ailleurs, soit vers les jeux vidéo ou vers d'autres choses qui peuvent être moins liées avec la pensée, le raisonnement, les mots et le vocabulaire. Est-ce que le livre jeunesse aujourd'hui tient une bonne place? Est-ce que ça marche tout autant qu'avant ou encore mieux? L'édition jeunesse, ça marche très bien. Ça a très très bien marché pendant le Covid. La presse jeunesse aussi. Les parents, je pense, et les grands-parents aussi, sont encore plus sensibles qu'il y a quelques années à la nécessité de faire lire et de proposer la lecture. Donc ça marche avec des ouvrages BD, ça marche avec des ouvrages plus complexes. Donc oui, l'édition jeunesse, je crois que c'est plutôt bien en tout cas en cette fin d'année, ça va. La BD, c'est tout aussi bien qu'un livre, un roman, qu'un livre classique? Si elle est bien faite. S'il y a du plaisir. Je crois que le plaisir de lire, c'est comme pour l'escape game. S'il y a un plaisir de jeu, c'est important. Après, il ne faut pas opposer les registres. Entre la fiction, entre la BD, entre le doc, il faut pouvoir varier les plaisirs. Si ça fonctionne, est-ce que vous irez aussi en province? Parce que ça se développe beaucoup dans les grandes villes de France, mais assez peu sur le créneau des enfants. Et je pense qu'il y a vraiment quelque chose. Oui, tout à fait. Ça c'est l'objectif. Donc Anatole la Tuile, la première salle qu'on avait ouverte à Paris en 2020, on vient de l'ouvrir à Nantes en septembre. À Paris, en 2020, oui, pendant le Covid. Ça a bien marché, mais c'était fermé la moitié du temps. Forcément. Donc là, on a réaccéléré en post-Covid. On a ouvert à Nantes. Donc à Paris, notre partenaire, c'est Kéros, dans le 11e. En province, on est en partenariat avec John Doe. Eux, ils sont installés à Nantes, à Lille, à Lyon, à Bordeaux et à Strasbourg. Donc on vient d'ouvrir une première salle Anatole la Tuile avec eux à Nantes. Et puis on va étudier la possibilité de déployer dans d'autres villes pour Anatole et pour Tom Tom et Nana, bien entendu. Ouais. Donc ça, on y croit, nous, au potentiel en province, dans les grandes villes. En tout cas, il faut quand même... il y a quelques salles qui commencent à ouvrir dans certaines villes. Le réseau des escape games s'ouvre. L'idée, c'est de se dire c'est plus uniquement pour les adultes, ça peut toucher un public beaucoup plus large que ça. Eh bien, merci beaucoup, Emmanuel Rouvier, d'avoir été avec nous, d'être venu nous voir pour nous parler justement de l'escape game. Donc, Tom Tom et Nana, à Paris, dans le 11e. C'est où exactement? Rue Sedaine, au 42 rue Sedaine, donc métro, Ouvert Bastille. Tous les jours? Tous les jours, 7 jours sur 7, de 9h à 23h. Voilà, vous avez les infos. Et puis, effectivement, dans les autres villes dont vous avez parlé, pour retrouver Anatole la Tuile, qui est aussi un autre héros qu'on adore, qu'on salue. Voilà, tu nous regardes, Anatole. Merci beaucoup d'avoir été là. Je rappelle que vous êtes responsable des activités et loisirs chez Bayard Jeunesse. Merci. Tout de suite, on retrouve Malika Ménard dans Souvenirs d'écolier. Cette semaine, son invitée est Jessica Waradomo. Tu as été footballeuse, maintenant tu travailles dans les médias. Est-ce qu'il y a un autre métier que tu aurais rêvé de faire quand tu étais petite? Ouais, alors ça va rejoindre le fait que j'aimais beaucoup l'espagnol. Quand j'étais au collège, je voulais être prof de PS en Espagne.
Alors, Ah ouais, c'était pointu. c'était... T'avais pris tes 2 matières préférées. Ah ouais, je m'étais dit, je vais les réunir. On était partis en voyage scolaire en Espagne, à Cordoue. J'avais adoré être là-bas. On avait été un petit peu à Séville et tout, j'avais adoré. Et du coup, en fait, ce qui fait que voilà, je voulais être prof de PS parce que le sport. Ouais. Et en Espagne parce que j'ai aimé cette langue, j'ai aimé ce pays. Et donc, du coup, je voulais réunir les deux. Donc, Ce rêve, il a duré combien de temps? Jusqu'à, je pense, première terminale. Et après, je voulais être kinésithérapeute. Ouais, donc toujours un petit peu Lié au sport, ouais. Et puis, au final, rien à voir. J'ai une licence de prépa physique, entraînement sportif, donc un peu dans le sport. J'ai un diplôme de secrétaire médical. J'ai un diplôme d'éducatrice sportive. Donc, Ouais, donc c'est un petit peu le sport à côté, la médecine, la santé, le bien-être. Ouais, exactement. En fait, en étant sportif de haut niveau, c'est pas toujours facile. Kiné, c'était à l'époque pas possible. Il fallait que j'aille en Belgique. Donc ma carrière de footballeuse, c'était compliqué de faire les deux en même temps. Donc j'ai abandonné l'idée de faire kiné. Et donc du coup, je me suis... Et puis secrétaire médical, c'était pour les horaires. À l'époque, j'étais pas professionnelle. Ouais. Je jouais au Paris Saint-Germain, j'étais pas professionnelle et il me fallait des horaires de bureau. J'avais déjà eu ma licence, etc. Mais c'était pas possible d'exercer parce que c'était généralement le soir et avec les entraînements, c'était pas possible. Donc je voulais des horaires de bureau. Donc j'ai passé le diplôme à la maison, à distance, pour pouvoir avoir des horaires en fait de bureau, quoi, tout simplement. Le foot, donc à 15 ans, tu arrives à Clairefontaine. Mais à quel moment tu te dis là, c'est quelque chose de sérieux, quoi. Ça peut être mon métier? Ça vient avant ça? Non, ça arrivait super tard parce que moi, à mon époque, le football professionnel féminin n'existait pas du tout. Donc en fait, tu fais quand même le choix de partir à Clairefontaine. Ouais, en fait, ma mère et mon père, ils m'ont dit t'aimes le foot, profite, vis ce que tu as à vivre, mais en même temps, tu prépares ton métier à côté. Mais c'est un choix difficile quand on a 15 ans et c'est quitter ses parents, aller un petit peu. Et en même temps, ça m'a fait en tant que femme. Donc, je suis partie tôt de la maison, être un petit peu autonome très rapidement, etc. T'avais des frères et sœurs? J'avais un grand frère. Ça a été pas facile pour lui. Après, il est venu en région parisienne pour se rapprocher un petit peu de moi, pour le coup. Mais ouais, du coup... je le regrette pas du tout parce que en fait mes parents m'ont poussée à vouloir vivre des émotions, prendre du plaisir, jouer au foot. Ils savaient que j'aimais ça, mais ils savaient que j'allais être sérieuse à côté, donc ils avaient confiance en moi. Et donc en fait j'ai été professionnelle qu'à 25 ans parce que le Paris Saint-Germain était pas professionnel non plus. Donc du coup ta carrière professionnelle elle est courte finalement. Ouais, elle est courte, elle est de 2016 à 2018, très courte. Avant je travaillais comme tout le monde, je faisais mes séances à 18h30, donc j'avais mes 35 heures. Après, j'allais au foot. Est-ce que tu en vis plus maintenant dans les médias? Exactement. Du foot que quasiment pendant toute ma carrière, ouais. Et comment c'était perçu, donc tes parents très bien, et autour de toi, les amis, la famille, d'arriver dans un métier quand même vraiment masculin? Alors, super bien. Alors, pour le coup, quand j'ai eu la possibilité, le Paris Saint-Germain a proposé un contrat professionnel au bout de 3-4 ans, j'ai hésité longtemps parce que j'avais un CDI et que j'avais un métier où j'avais une stabilité. Et c'est ma mère qui m'a dit « Mais ma fille, t'es partie à 15 ans de la maison, mais t'as ton diplôme, t'as déjà travaillé, je m'inquiète pas, tu retravailleras après, mais sois professionnelle, profite. » Et en fait, mes amis, ma famille, ils ont vu ça avec beaucoup de fierté, beaucoup de plaisir. Ils adoraient venir me voir jouer dans les stades. Et puis j'ai changé beaucoup avec eux. Ça m'a permis quand même de rester proche d'eux quand même, parce que j'essayais au maximum de revenir, de garder des nouvelles avec eux. Mais ils ont vu ça plutôt très bien même. C'est déjà la fin de ce numéro. On se retrouve demain, toujours en compagnie de Jessica Ouara-Domo pour la suite de Souvenirs d'écoliers. Merci Malika et Jessica. On vous retrouve demain. Tout de suite, c'est le ZAP, le meilleur de School TV. C'est du 3-3, c'est ça, avec un terrain de 20 mètres sur 10 et une certaine singularité? C'est des équipes de 6. D'accord. Voilà, 3 sur le terrain, 3 remplaçants. Étant donné que ce sont des formats de 20 minutes, 4 fois 5 minutes, très cardio, donc les joueurs peuvent changer lors des arrêts de jeu. Donc on est équipe de 6, 3 sur le terrain, 3 remplaçants, ça tourne. Donc on peut jouer à 12, donc collectif. La différence qu'avec tous les sports de raquettes, soit individuel, soit par équipe, là on est sur un sport collectif et accessible à tous. Laurent, on va revenir bien sûr sur le côté cardio, le côté physique. Je sais que c'est votre domaine, mais on a vu ces images, on va demander à la régie de revoir ces images. On a quand même le sentiment que ce nouveau sport a une singularité, a une identité propre.
Complètement, oui. Dans l'ADN de ce sport, déjà, c'est un sport sans contact physique. Donc, ça change vraiment l'état d'esprit et la volonté de la partie collective de ce qu'a voulu donc l'inventeur Chris Owen. Ouais. Et ça en fait une nouvelle façon d'aborder le sport, justement, sans défi physique. Donc, c'est pour ça que ça en fait un sport pour tous. Et donc, tout le monde... Vous m'avez dit tout à l'heure que vous avez réussi à faire jouer même des rugbymen qui ont donc... dû réapprendre à s'éviter, si je puis dire. C'est ça, exactement, des rugbymen ou des handballeurs, c'est un peu physique. Et donc là, ils sont obligés de penser autrement et de penser même, je dirais, plus collectif et plus avoir une ouverture d'esprit sur l'espace et sur justement se démarquer pour avancer dans le terrain adverse et marquer des targets, donc des points. Au départ du quantique, qu'est-ce qu'il faut entendre par là? Parce qu'on se le dit assez souvent, le quantique, oui, c'est fantastique. On se dit qu'on a aussi une révolution où chaque qubit peut faire la différence. Mais quand on parle de quantique, Fanny, on parle de quoi exactement? Alors ça dépend si on parle de physique quantique ou d'informatique quantique déjà. Mais les bases, c'est la physique quantique. Il y a eu une première révolution qui a montré qu'on avait des toutes petites particules avec des comportements bien spécifiques. Olivier pourra redétailler lesquels par la suite. Et on en a eu une un petit peu plus tard qui est la seconde révolution quantique. On a vu qu'on pouvait les manipuler. De là est venue l'idée de faire un ordinateur quantique, entre autres, mais on a aussi de la communication et des capteurs quantiques. Sur l'informatique quantique, et il y a une promesse incroyable, c'est d'avoir la possibilité de faire certains types de calculs beaucoup plus rapidement que maintenant. C'est passer de milliers d'heures de calcul, de mois de calcul, à peut-être quelques minutes. Et ça va toucher tous les domaines. Ça va de la médecine à tout ce qui est simulation et de nouveaux matériaux. Donc ça, on va pouvoir vraiment changer beaucoup de choses. Ouais. Mais il y a encore beaucoup de paliers technologiques pour y arriver. C'est pour ça que c'est une grosse révolution, mais en même temps, on dit le truc final pourrait arriver que dans 20 ou 30 ans, et ça paraît très loin. Mais il y a plein d'étapes intermédiaires actuellement qui sont en train de se faire, qui vont déjà donner des améliorations. Et surtout, la France est super bien placée et c'est maintenant qu'il faut y aller. Alors oui, parce que vous savez que ça existe déjà, le tourisme spatial. Bon, il faut être très riche. Quand même. Ouais. Parce qu'en avril dernier, SpaceX a envoyé le premier vol habité en direction de l'ISS, la Station Spatiale Internationale, sans aucun astronaute. Donc le coût, 55 millions de dollars pour chaque membre d'équipage. Voilà, c'est pas mal. Et là, en 2023, il y a un milliardaire japonais qui va partir dans l'espace pour un voyage touristique. Il a offert cette expérience à 8 personnes qu'il a invitées. Ensemble, sympa, très sympa. Ensemble, ils vont faire un voyage donc spatial de 6 jours autour de la Lune. Et pour cette mission, ils vont utiliser Starship. C'est la fusée SpaceX la plus puissante jamais construite. Bon, mais est-ce qu'à un horizon raisonnable, il va y avoir un jour des vols dans l'espace accessibles à un public un peu plus large? Alors, ça dépend de ce qu'on appelle public plus large. D'accord. Plus large et ce qu'on entend par accessible. Ce qui est en train de se développer, en tout cas, ce sont les vols à 30 km au-dessus de la Terre, dans la stratosphère, donc, dans des ballons dirigeables. Pas plus haut. Déjà, ça pollue beaucoup moins de le faire dans la stratosphère. Et ensuite, souvent, ce que souhaitent les gens, c'est d'avoir la chance de pouvoir juste constater que la Terre est ronde. Vous savez, ces images magnifiques qu'on avait vues sur les photos de l'astronaute Thomas Pesquet. Donc, il y a 2 ou 3 platistes qu'on peut vraiment envoyer là-haut pour juste qu'ils arrêtent. Voilà, peut-être aussi. Voilà. Et voilà, il y a 30 km d'altitude, c'est possible. Et le coût? Alors le coût, c'est pour ça que je vous dis accessible, 123 000 € par personne. C'est un peu cher pour 6 heures de vol, mais c'est pas 55 millions d'euros quand même. Et ça fonctionne déjà, figurez-vous, premier vol prévu en 2024 et plus de 900 billets vendus déjà. En France, on va développer le concept? Alors à Toulouse, une entreprise est en train de développer une nouvelle expérience. C'est un vol dans une capsule emportée par un ballon, une sorte de montgolfière, qui pourra aussi aller jusqu'à 35 km d'altitude. Alors la nouveauté, c'est qu'il y aura un balcon sur lequel les touristes pourront se balader en tenue d'astronaute. Et un premier vol pourrait être effectué d'ici 4 ans. C'est compliqué à apprendre ou pas? Non, c'est pas très c'est très technique. Très facile. C'est tout. Nous, on a des enfants à partir de 6 ans qui jouent. Nos 2 premiers clubs, on a un club à Biot et à Valbonne, dans le 06. On a des enfants de 6 ans, 7 ans, 8 ans. On est beaucoup en périscolaire, donc dans les écoles. Les enfants, ils assimilent rapidement. Mais à Biot, il y a combien de catégories dans le club, par exemple? Alors, c'est les clubs famille. Alors, nous, on a un concept qui... là, aujourd'hui, on développe un sport loisir.
Donc on a des pratiquants, hein, on n'a pas encore de compétition, on développe dans le sport loisir, donc en fait dans les clubs, c'est les familles qui jouent, donc on n'a pas de catégorie, hein. Les enfants peuvent jouer avec les parents, on est vraiment sur une pratique de loisir, sur apprendre un nouveau sport, les nouvelles règles, on est aux prémices de ce sport en termes de pratique. Donc le but c'est vraiment de développer la pratique sportive et en parallèle de développer dans les écoles, surtout dans le périscolaire. Et pour revenir sur les équipements, la mobilité, on a voulu en fait travailler sur un sport de raquette pour tous. Certains sports de raquette sont des fois inaccessibles en termes de coûts et de développement par rapport au fait d'avoir des terrains fixes. Là, le fait d'avoir la mobilité, mais c'est vraiment un sport pour tous. Il peut être accessible vraiment à tout le monde, que ce soit dans un village où on pourrait pas mettre des infrastructures fixes ou également dans des quartiers prioritaires, en zone rurale. Ça intéresse, j'imagine, voilà, ça intéresse les directeurs d'école aussi. Tout à fait. On en aura dans un instant. C'est un défi donc scientifique, le quantique, c'est un défi industriel, économique, politique aussi, on va y revenir. C'est un défi pour l'éducation aussi, ça veut dire qu'il faut changer notre façon d'appréhender à la fois l'informatique et aussi, j'imagine, aller chercher ces talents du quantique à venir. Alors oui, effectivement, il faut savoir que la création de logiciels pour ces nouvelles machines est complètement différente par rapport à ce qu'on fait aujourd'hui. On ne programme plus ces machines-là de la même manière. Il faut apprendre des mathématiques, beaucoup de mathématiques, alors que quand on programme classiquement, on ne fait pas beaucoup de mathématiques en pratique. En réalité ? En réalité, moi je suis développeur, j'ai été développeur par le passé. Je pense que je travaillais avec la règle de 3 principalement. Alors que quand on fait des mathématiques pour le calcul quantique, là il faut maîtriser un champ de mathématiques qu'on appelle l'algèbre linéaire, donc c'est en gros des mathématiques compliquées. Ensuite, il faut des outils différents. La visualisation n'est pas la même, le processus de développement n'est pas le même. Tout est différent en fait. Il faut quasiment reprendre à zéro. Alors, les informaticiens d'aujourd'hui pourront s'adapter, je pense. Il y a une partie d'entre eux qui pourront se former en formation continue. Pour les jeunes, ça va être plus facile parce qu'ils vont partir à zéro. Donc les jeunes qui sortent des universités, des grandes écoles, ils pourront apprendre ça. Mais c'est vrai que c'est un modèle entièrement différent. Alors par contre, ce qui est important, c'est qu'on ne peut pas faire de l'informatique quantique en s'isolant complètement de l'informatique habituelle. Il faut connaître les deux, en fait, pour bien l'utiliser. Bon, d'abord, l'ordinateur quantique, il est piloté par un ordinateur normal. Oui, ce que tu disais, Fanny, tout à l'heure. Avec un clavier, une souris et un écran, quand même. Donc avec du Python, qui est le langage qu'on utilise pour faire de l'intelligence artificielle, on va l'utiliser aussi pour le quantique. Donc il y a un mélange de l'ancien et du nouveau. En tout cas, intellectuellement, pour les jeunes comme pour les moins jeunes, c'est extrêmement enrichissant. En 2012, Acacia Woodley, jeune fille américaine, intègre une nouvelle école en Floride. Elle ne connaît personne et elle est moquée par ses nouveaux camarades. On la traitait de tiny, donc un minus, dans la cour. Elle aurait alors décidé de créer un banc de l'amitié pour se faire des amis. Depuis, Acacia a même créé sa propre entreprise, Tiny Girl Big Dream, afin de mettre en place des installations spécifiques similaires sur les cours de récré pour favoriser l'inclusion de tous les enfants à l'école. C'est le buddy bench ou le friendship bench en anglais, c'est ça ? Exactement. Bench comme banc et buddy les potes. C'est ça, le banc de l'amitié, le banc des potes, le banc des copains. Un dispositif assez simple finalement qui peut faire des merveilles. Par exemple, je me sens seule à la récré, je m'assois sur le banc de l'amitié dans la cour et d'autres enfants peuvent venir jouer avec moi ou me proposer des activités. D'accord, et ça marche vraiment ? Je veux dire, mieux qu'un banc... Et oui, plutôt bien, a priori. Ouais. Ça a différentes vertus. La première, évidemment, c'est d'inclure tout le monde dans la cour et à l'école. Là, à la récréation, pour les enfants isolés, ça peut vraiment être un moment angoissant ou désagréable. Et même en 2017, il y a eu une étude de chercheurs en sciences de l'éducation qui ont conclu que l'introduction de ce banc de l'amitié sur la cour de récré favorisait les interactions sociales. Un élève sur 5 environ aurait un comportement moins solitaire après l'installation d'un banc de l'amitié sur la cour. Voilà pour le ZAP, c'est la fin de cette édition avec Tom Tom et Nana et l'Escape Game qu'on retrouve à Paris dans le 11e. C'est bien cela, Emmanuel Rouvier ? C'est tout à fait ça, on vous attend. On y sera. Vous n'avez pas encore fait ? Oui, non, non. Alors, pendant le ZAP, j'ai pris rendez-vous. Oui. J'y vais la semaine prochaine. C'est vrai déjà ? Avec mon fils. Et sans moi ? Ah je peux mes enfants. Ben oui, bien sûr, évidemment. Allez, on va tous y aller. Une équipe. Guillaume Landreau, parfait. Exactement. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Vous nous écrivez, bien sûr, on vous répond. Aujourd'hui, l'équipe à la réalisation, c'est Xavier Sanchez, Alexis Oustabassidis au son, Colline Hamel au maquillage, Emma Guessel et Agathe Delannoy à la rédac. Vous nous retrouvez canal 247 sur les Freebox ou schooltv.com. Ciao, bonne soirée à tous.